super ministre battle. Nous sommes partis pour le classement officiel ultime des ministres d'Emmanuel Macron. Alors, on rappelle que pour le moment, Bruno Le Maire est élu meilleur ministre d'Emmanuel Macron à l'économie et surtout pour sa carrière littéraire, en fait, tandis que Jean-Michel Blanquer à l'éducation nationale est lui classé comme étant le pire ministre d'Emmanuel De tous les Macron temps. de tous les temps. Ouais, Et exactement. j'aimerais lui mettre un caca sur la tête, d'ailleurs. Oui, mais David a trouvé que c'était j'ai trop... essayé, mais ça faisait moche parce que ça se Et tu t'es mis du mélangeait caca sur les mains. avec notre ministre de la Justice, Éric Oh, Dupond-Moretti. tu sais, il aurait pu prendre un peu de caca dans la gueule lui aussi, hein, ça ne lui aurait pas fait de mal. Bref, du coup, Alors, qui rentre dans le classement cette semaine? Le suspense est à son comble. exactement, Vraiment. on va rajouter seulement 3 ministres et on commence avec Macron, président des jeunes. Macron, président des jeunes. Macron, président des jeunes. Marlène Schiappa. Donc, alors, Marlène Schiappa, elle est pas exactement ministre de plein droit. Elle est ministre déléguée. À la citoyenneté, il me semble, Euh, rattaché au ministre de l'Intérieur. Je ne me trompe pas? Oui, c'est ça. Ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la citoyenneté. Avant ça, elle était secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Un truc sympa hein, C'est pas mal. dans l'idée. Qu'est-ce que tu tires comme bilan? Bah, j'ai pas... Bon, elle a quelque chose d'un petit peu antipathique dans sa gestion de la com et dans... Elle incarne, disons, les politiques assez arrivistes. Elle donne l'impression de ne pas être très très sincère. Ceci étant dit, au niveau de ce qu'elle a fait, mis à part le fait de soutenir Darmanin ou ce genre de choses et une espèce de décalage entre ce qu'elle défend et on va dire une partie de ses alliances, mais bon, même si on va dire qu'elle défend sûrement un féminisme de CSP+, Bon chic, bon genre. bon chic, bon genre, mais c'est des trucs plutôt sympathiques. Alors, son blog, c'était même... Maman Travail, si je dis pas de bêtises, où elle s'est fait connaître, où elle défendait... essentiellement le congé paternité. Bon, c'est des trucs positifs. Après, c'est du féminisme assez consensuel, on va dire. C'est-à-dire que je pense que c'est en effet assez important que non, les consensuel n'est pas le mot que j'utiliserais. C'est du féminisme assez dépassé. Il me semble pas que ça a été voté, donc c'est pas nécessairement dépassé. La notion de congé paternité, il me semble pas que les mecs aient la même durée de congé paternité que les nanas, donc je pense pas que ce soit dépassé. Enfin, c'est un combat qui me semble légitime, ce genre de choses. Mais par contre, oui, c'est pas, elle va pas défendre les groupes de parole non mixtes, quoi. Ouais. On lui en demande pas tant, mais déjà de remettre un peu en question. Très deuxième vague, tout ça, mais voilà. Des éléments de la deuxième vague qui manquent encore, donc c'est pas nécessairement mal de se battre pour ce genre de choses. Son intitulé de ministre, il me semble que c'était lui. C'est un peu effrayant, quoi. Oui, mais je parlais du précédent. Son intitulé de secrétaire d'État, égalité entre les femmes et les hommes, il me semble que c'était une des premières fois où c'était femme-homme et pas homme-femme. Ouais. Il y en a peut-être eu. Il y a le beau geste, on dira. Et bon, le truc, c'est qu'elle énerve des deux côtés, en fait, Schiappa. Elle énerve les réacs parce qu'elle représente quand même un féminisme à minima, mais un certain féminisme, et elle énerve les progressistes, on va dire, parce que elle incarne un féminisme à minima. Alors, il me semble que dans sa loi, c'est qu'elle a porté une loi sur possibilité de mettre des contraventions pour le harcèlement de rue. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle est haïe dans tous les groupes masculinistes, ce genre de choses, parce que le harcèlement de rue, comme on le sait, c'est du savoir-vivre, en fait. Voilà. Elle a publié 3 romans, mais aucun roman porno. Pourtant, déjà, un roman érotique féministe, il y avait matière. Oui. Il y avait matière. Voilà, mais donc elle est loin de Bruno Le Maire. Et ça aurait pu être sur son credo de féminisme consensuel. Bon, il va falloir, je pense, la placer quelque part. Où est-ce que tu la verrais, toi? Bon. Moi, je la vois au-dessus de Dupond-Moretti, mais en dessous de Annick Girardin.
Les retours critiques que j'ai entendus sur ces romans, c'est que c'est nul, nous dit Cam. Oui, oui, j'accorde une grande valeur au roman de Bruno Le Maire, mais les retours critiques sur ses romans à lui aussi, il paraît que c'est nul. Quelle Au moins, ils sont déception. Bordeaux. Quelle déception. Alors, tu étais en train de dire que tu la voyais en dessous d'Annick Girardin. Bah, ouais, je suis d'accord. Enfin, je Non, parce que bon, les peux trois derniers difficilement sont quand même imaginer la mettre derrière Éric Dupond-Moretti. Au milieu, entre Annick Girardin et Éric Dupond-Moretti, ça me semble, Ouais. ça me Ça, semble correct. c'est un avis tranché, ça fait La avancer meilleure les chose de choses. Marlène, c'est son père. Oui, son père est trotskiste. Et sa mère aussi, me semble-t-il, est trotskiste. Ces deux Comme parents. quoi, ça peut sauter une Ouais, génération. ses deux parents sont trotskistes. Comme quoi, c'est peut-être un gène, tu sais, quand t'as les deux, ça devient récessif. Bon, alors, c'est gravé dans le marbre. On la met entre Annick Girardin et Éric Dupond-Moretti. Et on va passer à la ministre suivante. Vous la reconnaissez. Totalement. Notre ministre de la Recherche, Frédérique Frédérique Vidal. Vidal. Donc Frédérique Vidal, oui, on l'adore. Frédérique Vidal, à la base, elle s'est fait connaître en dirigeant une université à Nice. C'est une vraie chercheuse qui a publié un article dans Nature. Elle fait de l'épigénétique. Elle fait en recherche des choses qui ont l'air relativement intéressantes. Par contre, sa gestion de Nice est réputée autocratique. Il y a des chercheurs qui se plaignent d'avoir vu leur labo fermé du jour au lendemain sans être même prévenus par la ministre, sans avoir l'occasion Bon, bah, de... c'est quelqu'un qui prend des décisions, quoi. Macron l'adore. Ça, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui à la base... Ouais, oui, voilà, c'est quelqu'un qui prend des décisions, comme tu dis. C'est quelqu'un qui fait les choses. Mais il n'y a pas que ça. Elle est un petit peu responsable de Parcoursup. Bon, il n'y a pas que elle. Je pense que ça a été géré avec Blanquer en tant que... ministre du supérieur. Il y a plein de choses qui ne vont pas au niveau de Parcoursup. Le fait de passer par un algo n'est pas forcément le truc qui personnellement me choque le plus. Par contre, il y a un truc qui est unanimement choquant, c'est la communication qui a été faite autour et le fait qu'on se retrouve avec un système qui fait plus de sélection que prévu et qui fait entre guillemets de la mauvaise sélection. C'est-à-dire que typiquement pas mal d'universités de master se retrouvent avec beaucoup trop de dossiers à traiter pour être humainement traitables. Du coup, ils n'ont pas d'autre choix que de se baser sur un autre algorithme fourni gentiment par le ministère qui leur permet de traiter automatiquement les dossiers ou de se baser sur juste des métriques et sur des trucs, sur genre, globalement juste les notes sans vraiment regarder le dossier que soumet le candidat ou se baser sur l'établissement d'origine, pareil, reproduction des inégalités, ce genre de choses. C'est pas forcément nouveau, mais les choses ne se sont pas arrangées là-dessous. Il y a un grand projet qui est pas non plus nouveau, qui date un peu de plusieurs mandatures, mais de concentration des universités. Donc ça c'est un petit peu le problème du classement de Shanghai et de faire des plus grosses universités, mais qui ont généralement juste le nom d'être une plus grosse université, donc qui mécaniquement sont plus hauts dans le classement de Shanghai, qui est le classement des universités, qui est basé globalement sur ce que publient les chercheurs de l'université en question. Donc globalement, tu dis, bon, Paris 4 et Paris 6, ça va être la même université maintenant. Mécaniquement, il y a plus de publications. Voilà, c'est pas forcément si fou que ça, et puis de temps en temps quand c'est mal fait et que c'est fait juste pour obtenir un score plus élevé, ça aboutit à de la casse, à un truc qui a pas nécessairement véritablement de sens, ou t'as deux départements qui vont faire un petit peu la même chose, qui viennent de deux universités différentes. Comment tu gères ça, ce genre de choses. Enfin, cette concentration est pas forcément bonne, voire est carrément mauvaise. Il y a le fait de la mise en concurrence des universités, et surtout, il y a l'enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université, le bonheur. Voilà, là on en parle, des choses importantes. Donc, elle a quand même proposé une purge des islamo-gauchistes à l'université qui gangrènent le milieu universitaire d'après elle. Alors, sachant qu'à la base, elle est très sciences dures contre les sciences humaines et sociales, elle semble aussi avoir une dent ou une forme de mépris pour les sciences humaines et sociales et
les deux se mélangent, hein. L'attaque contre les islamo-gauchistes, c'est sûr que c'est pas les physiciens que Vidal accuse d'avoir des thèses islamo-gauchistes, c'est assez clair. Donc ce mépris se rajoute à la chose. Je regarde un petit peu les messages dans le chat. Je fais Parcoursup a pris l'algo qui marchait pas trop mal et on le remplace par l'algo qui marche pas. Ouais. La loi de programmation pluriannuelle de la recherche aussi a été une magnifique moment de communication. Il y a combien d'universités qui ont Paris et Sorbonne dans leur nom en ce moment? Bon, à peu près Sorbonne, il me semble qu'il y en a 3. Donc, tu as la Sorbonne historique, il y a nous, Sorbonne Université, où comme on a récupéré un morceau du bâtiment. Et puis, il y en a, si je dis pas de bêtises, une 3e qui se trouve pas véritablement à Paris. Sorbonne Nouvelle, Sorbonne Université, Panthéon-Sorbonne. Ouais, voilà, vous les avez toutes dans le chat. Alors, sur la polémique sur l'islamo-gauchisme, ce qui ressort aussi, c'est que non seulement c'est faux, non seulement... c'est la réponse de la... En fait, elle avait demandé du coup au CNRS une enquête sur je sais plus, c'était quoi Alors, en fait, la succession... l'islamo-gauchisme qui gangrène la recherche. Ouais, la succession d'événements, c'est globalement, elle se retrouve dans une interview, pas vraiment préparée, et... un journaliste quelconque d'extrême droite va la titiller en lui disant qu'est-ce que vous allez faire contre l'islamo-gauchisme qui gangrène les universités. Et là, normalement, le rôle d'une ministre de la Recherche, c'est de dire mais non, vous êtes en train de me dire n'importe quoi, il n'y a pas d'islamo-gauchisme, enfin, il n'y a pas des sciences islamo-gauchisme à l'université. Et puis, n'est pas une réalité. Et puis ça ne veut rien dire. Enfin, surtout que je veux dire, elle a une formation scientifique. Enfin, normalement, elle devrait avoir le bagage intellectuel pour répondre, mais non, elle enchaîne en disant mais oui, l'islamo-gauchisme à l'université, je sais que ça existe, et globalement, elle est partie en mode full boomer. Des gens comme Blanquer qui sont extrêmement réac, qui sont sans doute borderline facho sur les idées, maîtrisent leur discours, n'auraient pas dit ce qu'elle a dit au moment où elle l'a dit. C'est-à-dire que non seulement c'était factuellement faux, non seulement c'était, en plus, ça se doublait d'une espèce de mépris pour les sciences humaines et sociales et ce genre de choses, mais en plus, c'était nul en termes de communication politique. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée 2 crans trop loin par rapport à le discours Darmanin-Blanquer, qui est le discours de droite, borderline extrême droite du gouvernement sur ce genre de sujet. Donc non seulement c'était puant, mais en plus c'était nul politiquement parlant. Sorbonne-sur-Mer. Où est-ce qu'on la classe? Où est-ce qu'on la classe? Elle est un peu au-dessus de Blanquer, mais pas beaucoup. Comme tu dis, Blanquer, lui, il cache mieux ses convictions fascistes. Ouais, non mais Blanquer est plus dangereux. Vidal, elle va sans doute se faire jarter au prochain remaniement et puis on n'entendra plus parler. Enfin, donc je pense que sur le critère dangerosité, Blanquer clairement est au-dessus. Par au-dessus, je veux dire en dessous, quoi. Il mérite quand même plus sa place de dernier. Moretti, j'ai tout un tas d'interrogations et j'ai une opinion assez négative de Moretti, mais c'est des trucs qui sont pas vraiment confirmés de ma part. C'est plus de l'ordre de la suspicion, typiquement. Donc je pense... Ouais. Peut-être Gérard Collomb est un peu au-dessus. Moi, je la mets entre Gérard Blanquer et Collomb. Ça me choque pas. Après... Bon, il y a toujours... Parce que je crois que Longos nous faisait remarquer la dernière fois le côté soutien des FAF à Lyon de Gérard Collomb. Où ça, c'est vrai. C'est vrai. Il y a un débat. Je sais pas trop. Elle est peut-être un peu au-dessus. Effectivement, elle est peut-être un peu au-dessus de Gérard Collomb. Parce que... Elle a un côté, si tu veux, elle a un côté Morano quasiment. Allez. Donc je sais pas trop. Moi, par rapport à Gérard Collomb, je sais pas si je la mets en dessous ou au-dessus. En tout cas, elle a un rôle activement néfaste. C'est l'une des personnes qui a le rôle le plus néfaste à l'heure actuelle dans le gouvernement. Oui, mais donc elle est au-dessus de Gérard Collomb. Au-dessus de Gérard Collomb, du coup. Ouais, pas d'amitié avec les fachos. Prouvé.
Ok. Camdoc l'aurait mis au-dessus de Blanquer, je pense, dans le chat. Mais ok, ça me va. C'est donc gravé dans le marbre. Elle est juste au-dessus de Gérard Collomb. Qui est le dernier ministre de la soirée. Alors, notre dernier ministre... c'est Nicolas Hulot. Alors, on a dit qu'on traitait aussi les anciens ministres. Et ceux qui sont partis en claquant la porte. Tu penses quoi de Nicolas Hulot, toi ? Moi, globalement, je respecte ce qu'il a fait. Je respecte la volonté d'être venu pour faire quelque chose d'utile. Je veux dire, avoir eu la volonté de prendre le risque de se salir en acceptant une responsabilité politique, avoir combattu le ministère de l'Agriculture pied à pied, même sans avoir tout gagné, et être parti quand on lui a demandé d'avaler un truc trop gros, c'est respectable. Alors moi j'ai un peu, je vais me mouiller politiquement, mais j'ai un peu l'impression que Hulot représente... C'est pas quelqu'un d'outre mesure antipathique, hein, c'est sûr qu'il va pas être derrière Blanquer ou ce genre de personne. Et c'est appréciable d'aller de faire ce que tu dis. Mais par contre, je sais pas s'il représente une forme d'écologie pour laquelle j'ai énormément de sympathie. Il cumule une écologie un petit peu de droite, donc pourquoi pas. Mais je veux dire, les côtés positifs que j'attends éventuellement d'une écologie un petit peu plus à droite, ça va être d'avoir peut-être une position... donc, je ne suis pas hyper pro-nucléaire, mais clairement, je n'ai pas la position d'Europe Écologie Les Verts sur le nucléaire. Je pense qu'en termes d'énergie décarbonée, etc., ça a un rôle et qu'il faut continuer à investir en termes de recherche là-dedans. Et ça, j'aurais pu m'attendre de la part d'un présentateur médiatique un peu de droite qui s'est lancé sur le tard dans l'écologie, d'avoir cet aspect positif au moins. Mais non, du coup, c'est pas une écologie pour laquelle j'ai énormément de sympathie. C'est quand même cool dans la mesure où c'est quelqu'un qui veut faire des choses pour lutter contre le réchauffement climatique et qui veut faire des choses qui sont entre autres bien, mais en termes d'optimisation de politique écologique, alors oui, il voulait lutter contre Notre-Dame-des-Landes, il voulait faire certaines choses relativement bien, mais bon, je le trouve pas ouf. Je trouve qu'il a un petit peu ce côté un chouïa antipathique de quasi mec du business qui s'est relancé dans la politique. Enfin, il y a un côté... le Thaksin Shinawatra, Berlus. Enfin, mais c'est très méchant parce qu'il est beaucoup plus. Là, tu vas trop loin. Je vais un peu trop loin, ouais. Alors, juste pour lire, donc Longhost nous dit c'est un écolo de TF1 qui a eu au moins la décence de partir. Camdoc, Hulot, il est un peu niais, mais il est quand même très sexy. J'admets. Hypophyse 00, bon résumé. Camdoc, je les classerai tous en haut, mais c'est uniquement pour des... Je le classerai tout en haut, mais c'est uniquement pour des raisons sexuelles. Longhost, il a failli être avec Sarkozy. Depuis, on n'entend plus sur l'écologie, rien sur la Convention citoyenne climat, c'est une marque. Ouais. C'est un peu ça. Et Camdoc, peut-être qu'il rumine son erreur et qu'il viendra bientôt avec un bouquin. Franck, je deviens ministre, ça tourne mal. Ce n'est pas du tout... En fait, il s'était filmé avec son selfie stick pendant tout le temps. Et il va sortir un de ces putains de films. Il s'était construit une marque. Il a pris le risque de tout cramer en devenant ministre. Donc, c'est malgré tout... il n'est pas riche, il n'est pas... Si, il est riche. Il n'est pas riche grâce à son passage au ministre de l'écologie. Mais non, mais il n'est pas très très riche. Enfin, il est pas producteur. Tu es sûr de ça ? Il me semble que si, moi. Mais je crois qu'il est patron de ça. Il n'est pas milliardaire, oui, mais je pense qu'il est multimillionnaire. Je dis peut-être de la merde, hein, mais je veux bien que quelqu'un vérifie dans le chat. Mais il me semble qu'il est propriétaire de sa société de production. Patrimoine total, 7,3 millions d'euros. Bon, c'est pas milliardaire, mais... C'est multimillionnaire, oui, mais c'est pas énorme. Enfin, c'est pas homme d'affaires, quoi. Si, c'est homme d'affaires. C'est pas homme d'affaires type Bernard Arnault, c'est homme d'affaires... Mais c'est même pas type le patron de Big Malion. Soit. C'est ça. Ouais. S'il était riche, comme dit Hypophyse, il aurait un hélicoptère. Et lui, il se traîne en ULM. Ça, c'est pas un argument. De tous les ministres combien se sont déplacés en ULM? Par ailleurs, je vais aller un peu plus loin. Un autre truc que j'ai à lui reprocher, je comprends le côté considéré comme quelque chose de positif, le fait qu'il ait accepté d'être ministre de Macron parce qu'il savait, disons, qu'il avait l'envergure médiatique pour porter l'écologie et que ça, c'était quelque chose de positif. Je suis d'accord avec ça, je veux bien l'avoir à son crédit. Par contre, je ne pense pas qu'on puisse mettre à son crédit sa démission, du coup. Parce que
sa démission, ça veut dire que par la suite, l'écologie, elle est passée un petit peu à côté. Peut-être, surtout avec la crise des Gilets jaunes, etc., peut-être qu'avec un ministre de l'écologie plus médiatique, et c'est pas vraiment la faute de notre ministre actuel, hein, mais peut-être qu'avec un ministre un petit peu plus médiatique, type Nicolas Hulot, justement, ça serait un petit peu mieux passé niveau écologie. Barbara Pompili, qui n'est pas encore dans notre classement. Si, elle est dans notre classement, elle est numéro 2, Adrien. Ah oui. On l'a classée la fois d'avant. Putain, elle est tellement transparente. C'est son poids médiatique. Voilà, elle n'a pas exactement le même poids médiatique que... Bon, on est d'accord que globalement, je pense qu'il va... En vrai, il va quand même être à l'une des 3 premières places. Dans tous les cas, il est au-dessus d'Annick Girardin. On va dire qu'il a quand même... Ouais. Alors du coup, ça devient un duel entre lui et Barbara Pompili. Qui a gagné? Et là, on a quelque chose. Là, on a un vrai dilemme, un débat. Alors, le chat est partagé. Hein, Annick Girardin, comme on a vu, elle avait la décoration de l'Ordre de la Mer, et ça, c'était vachement classe. Alors que lui, il en a quand même des tonnes. Commandeur de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite, commandeur de l'Ordre du mérite maritime, ex-officio. Ah merde. Ah, il l'a chopé aussi. Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, officier de l'Ordre national du Lion du Sénégal et officier de l'Ordre de Grimaldi, Monaco. Donc ça fait quand même pas mal de décorations. Je ne sais pas si autant de décorations est considéré comme un point positif ou un point négatif. Non, pour tout y a dire, j'aurais plutôt tendance à voir ça comme... du prince d'Albert II de Monaco, là, ça fait tomber. Après, le chat est partagé. Hein. Eltaniel, je pense, le met en 3. Camdoc le met en 1. Et Hypophyse le met en 2. Donc il y a toutes les positions possibles. Alors, pour rajouter des éléments sur les gens contre qui il se bat, Bruno Le Maire, j'ai lu récemment son programme à la primaire LR ou un truc du genre, quand il voulait être candidat à la présidentielle. Et il avait un bon programme que n'aurait pas renié Fillon, quoi. Enfin, en mode ultra-libéral, casse du service public, etc. Alors, c'est pas vraiment ce qu'il représente à l'heure actuelle. Mais je mets ça dans la balance en mode jusqu'à présent on en a essentiellement dit du bien, mais... Non, mais tu penses du coup qu'il pourrait battre tout le monde et arriver direct en première place? Honnêtement, ça m'embêterait un peu. J'ai un peu plus de sympathie pour Bruno Le Maire, mais je sais pas si c'est complètement fair. Totalement fair, mais j'admets que moi aussi. Et c'est totalement injuste. Et je sais pas trop par rapport à Barbara Pompili. Barbara Pompili, j'ai un peu honte, mais je sais pas trop ce qu'elle fait, quoi. C'est un peu notre faute aussi. On regarde pas assez les actualités. Ouais. Désolé Camdoc, mais après, je pense que quelque part, Bruno Le Maire reste champion. Si je devais me fier à ma sympathie personnelle, je le mettrais en 3 parce que j'ai une quand même légère antipathie. Moi, je le mettrais en 2 parce qu'il a pris un plus gros risque. Camdoc me dit tu te laisses abuser, résiste. Non, mais je crois qu'il parlait de... Exil est très facile à renverser. Juste, tu insistes et il finira par dire oui. Oui, c'est vrai que l'élément d'Eltaniel est assez fort aussi. Avoir une ministre de l'écologie transparente dans cette situation dont on n'est pas vraiment capable de dire ce qu'elle a pu faire, c'est quand même un point assez négatif pour Pompili. Allez, numéro 2. Numéro 2, ça marche. Et ben voilà, ce classement totalement objectif et parfaitement scientifique est maintenant rétabli. Pendant que je remercie, alors, on peut pas je remercie Camdoc qui a voulu nous soudoyer en prenant un abonnement Prime pour qu'il passe premier, ce qui aurait pu marcher si jamais on n'avait pas gravé ça dans le marbre juste avant de recevoir l'abonnement Prime. Surtout, on aimerait bien se faire soudoyer. On adore ça. On adore nous, ça. Les pots de vin, on adore. Malheureusement, on a un peu le PNF sur le dos. Et il ne nous laisserait pas passer ça. Un abonnement Prime, il verrait tout de suite. Mais gros cœur à toi quand même. Non, on accepte les valises de billets.
Pareil pour Quentin qui a il faut les confier à Takedine en premier. Donc merci beaucoup d'être venus ce soir, hein, tous. Ça a été très actif. Vous étiez un magnifique public. Énorme merci à tout le monde. On va s'arrêter là pour cette émission, surtout que Adrien est un peu en déplacement pro et que il a besoin de se coucher tôt, quoi. donc on va pas. Je vous parle d'un pays lointain là en fait. Mais la connexion est très Grenoble. Il a bouffé sa 4G, tout à fait. Énorme merci à tout le monde. C'était vraiment très très cool. C'est super cool pour nous de voir que vous êtes nombreux à venir à chaque fois et toujours à aimer être là. Gros cœur sur tout le monde. Bonne énorme soirée cœur. à vous. Moi, je reviens vendredi pour un stream qui va être un peu plus tôt, qui va avoir lieu, un stream JV qui va avoir lieu un petit peu plus tôt. Et il y aura une surprise, ça va être un stream à 2. Je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux dans pas longtemps. Et puis, la semaine prochaine, on revient avec une revue de presse scientifique avec Simon. Et dans 2 semaines, avec la suite de la Super Ministre Battle et la sûrement nouvelle affaire de Nicolas Sarkozy. Je pense que ça fait 1 mois et demi que l'affaire Mimi Marchand est sortie maintenant, donc je pense qu'il est temps pour qu'il y en ait une autre qui arrive, je sais pas, de la vente de drogue, peut-être il n'a pas fait pour le moment, quelque chose du genre... un enlèvement. Oui. Non, mais on a enlèvement avec séquestration, fausse monnaie, probablement. Ah, fausse monnaie, oui, c'est vrai, ça, c'est étonnant qu'on n'ait pas... Il a payé ses frais d'avocat avec de la fausse monnaie ou un truc du genre. Gros merci tout le monde et on va arrêter le stream. Voilà, c'est terminé. Si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, vous connaissez le topo, un like ça nous fait plaisir et ça aide à faire découvrir la chaîne. Un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, c'est encore mieux et on vous fera des bisous. Pour ne rater aucune vidéo, abonnez-vous, activez la cloche. Si vous voulez écouter nos revues de presse en avant-première et interagir en live avec nous, ça se passe sur la chaîne Twitch Xilcast. Enfin, si vous êtes plus podcast audio, on diffuse aussi certaines de nos revues de presse sur le podcast As Critique.